Bonjour à tous. On finit cette série sur les lupus monogéniques pour aborder très rapidement et succinctement les anomalies des lymphocytes, puisqu'il y a aussi des anomalies génétiques qui peuvent conduire à un lupus et qui concernent cette fois-ci non plus l'immunité innée, mais l'immunité adaptative. Donc les déficits en lymphocytes T et B qui vont conduire à un excès de production d'auto-anticorps, une rupture de la tolérance et à un lupus. Alors, je n'aborde que très succinctement sous la forme d'une liste, ici les différents variants qui ont été décrits et les gènes. Vous voyez qu'il y a PKC delta, que l'on a décrit 10 ans en arrière. Ça reste une maladie assez confidentielle, hein. Il y a une vingtaine de cas décrits dans le monde. C'est une maladie qui s'accompagne de lymphoprolifération. Il y a le champ des rhazopathies, syndrome de Noonan, qui va s'accompagner de lymphoprolifération, d'auto-immunité, lupique, parfois pas que lupique, mais arthrite juvénile. Ce sont des patients qui vont plutôt répondre à des antiprolifératifs. De manière plus récente, d'autres variants encore décrits sur l'ontogénie des lymphocytes. Il y a toute la ribambelle des IKZF. Ce sont des facteurs transcriptionnels impliqués dans l'hématopoïèse et ils se manifestent soit par des phénotypes de type déficit immunitaire commun variable, même certains des déficits combinés sévères, et puis d'autres sous la forme d'auto-immunité authentique. Ils sont très importants pour le développement lymphocytaire T et B et l'acquisition des compétences de régulation. DOC11, qui est un gène qui est présent sur le chromosome X, qui donne des lupus chez le garçon. Et DOC11 appartient à la grande famille des actinopathies. C'est une molécule clé du cytosquelette qui conduit à des anomalies des synapses immunologiques et de l'activation lymphocytaire. Il y a des déficits en P2RY8, qui est une molécule qui agit comme chémoattractant au sein des follicules lymphoïdes et qui, lorsqu'il est muté, va favoriser également le lupus. Et un déficit enzymatique sur la voie des imidopyrines qui est prolydase, le déficit en prolydase que l'on peut démasquer sur une simple analyse urinaire, une chromatographie des acides aminés urinaires. Donc, les traitements, c'est la greffe de moelle pour une partie d'entre eux et puis des traitements antiprolifératifs. Alors, pour conclure ces séries sur les lupus monogéniques, bien, il faut retenir que c'est 10% des lupus de l'enfant qui sont monogéniques sur les dernières analyses qu'on a pu conduire en exome. C'est essentiellement des anomalies de l'immunité innée, bien plus que les anomalies de l'immunité adaptative, ce qui n'est pas très intuitif parce qu'on dit toujours que le lupus, c'est vraiment le paradigme de la maladie du lymphocyte B qui produit trop d'auto-anticorps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le cible avec les traitements. Donc vous voyez que la pénétrance, l'expressivité est assez variable, mais on a quelques petits drapeaux rouges en fonction de la situation. Les infections que l'on retrouve dans les déficits en complément, qu'on peut aussi trouver dans certains déficits de type lymphocytaire T et B. On a la lymphoprolifération qui nous orientera vers des anomalies des lymphocytes B. On a des juxtatopathies qui ont un spectre clinique très très large, peut-être parce que ça dépend de l'environnement plus que d'autres formes de lupus, puisqu'on peut développer, selon les cas, un syndrome d'Evans, un lupus, un psoriasis. Et puis, le champ des interféronopathies avec les engelures, les atteintes neurologiques qui doivent être pour vous des signaux d'alerte. Alors, l'enjeu de pouvoir comprendre toutes ces formes-là, c'est que, bien entendu, on ne va pas les traiter pareil. Ce sont des voies totalement différentes. Donc, on va utiliser la greffe de moelle dans certains cas, des JAK inhibiteurs dans les interféronopathies ou des traitements qui ciblent les lymphocytes B lorsque, dans les rares situations, on retrouve, comme c'était présenté juste la diapo d'avant, des anomalies lymphocytaires, voire à nouveau de la greffe de moelle. Il y a encore beaucoup à faire pour identifier d'autres gènes éventuels. À mesure que les progrès de la génétique s'étendent, eh bien, on va démasquer des formes de lupus monogéniques, somatiques, avec des mutations peut-être acquises, qui peuvent expliquer une partie des lupus de l'adulte. Vous avez compris les phénocopies qui viennent d'auto-anticorps qui vont cibler des protéines clés de la régulation de la tolérance. Et donc, prises tout ensemble, on pense que le lupus est vraiment un syndrome qui, d'un point de vue moléculaire, peut être extrêmement différent. Et tout l'enjeu de le comprendre, c'est de pouvoir demain proposer des traitements beaucoup plus ciblés et peut-être guérir certaines situations de lupus. Donc, ce travail
est conduit en collaboration avec beaucoup d'équipes. Et je remercie les familles et les patients qui nous aident à pouvoir faire ces analyses et l'ensemble des partenaires cliniciens qui nous adressent ces échantillons pour essayer de démasquer ces anomalies de lupus monogénique. Nous avons à Lyon désormais un panel de lupus monogénique pour vous proposer en 3 à 4 mois un diagnostic moléculaire sur les gènes connus ou actuellement dans les analyses à hauteur de 100 ou 150 gènes que l'on screen et qui sont faits désormais en routine, qui nous aideront sans doute à mieux caractériser le lupus de l'enfant. Je vous remercie et j'espère que ces formes de lupus monogénique vous auront intéressé. N'hésitez pas à recontacter via la filière pour toute question supplémentaire et à bientôt.